des malfrats règnent en maître. Leur mode opératoire est d'une sauvagerie inouïe. Sur la route qui mène au goudron de Grand Laou, l'obscurité est un piège. Là où les lampadaires restent éteints faute d'électrification, des malfrats règnent en maître. Il y a d'autres dames, il faut ralentir un peu. Les malfrats, ils ont l'habitude de se cacher derrière le palmier qui est là. Quand les gens freinent à côté du dos d'âne, les gens surgissent devant eux. Avec un gourdin à la main, c'est-à-dire un bois, pour venir les limer. Ce ne sont pas des armes à feu qu'ils portent, mais de longs bois d'EVA, lourds et tranchants. Chaque habitant vit avec cette peur au ventre, celle de croiser le bois qui sort de nulle part. À mon passage, ils m'ont attaqué avec le bois, mais par la grâce de Dieu, pour moi, n'a pas été grave. C'est de longs bois, au moins un bois de 3 à 2 mètres et demi. Et puis ils viennent t'ensommer comme genre un chien enragé. Voilà. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai vu et puis il a lancé, il a baissé ma tête. Ça a pris le milieu de casse. D'ici, je voulais arranger pour avancer, j'ai vu qu'ils arrivaient. J'ai continué mon chemin. Moi, j'étais en volant, il est derrière moi. Il m'a abaissé comme ça là. Un coup, je vois mon frère à son tête, il vient taper mon dos. Donc s'il a doublé, ouais, il n'a pas fait, il voit, il a tombé comme ça. Sorti d'un caniveau là pour venir sur la route, je vais regarder mon frère. Si il est en train de se défendre dans pas là ou bien c'est quoi, je vois le bois là encore. Je me suis démarré encore là maintenant. Là, je suis parti au moins 200 mètres. Paralysé par l'incertitude et la violence d'un second projectile ayant lacéré ses bagages, Barthélemy s'est résolu à s'immobiliser dans l'obscurité. Le cœur battant pendant 10 minutes d'une attente interminable. Ce n'est qu'avec l'arrivée providentielle de 2 autres motards que Barthélemy a trouvé le courage de retourner sur les lieux du crime, n'y découvrant que les débris du tableau de bord et des casques abandonnés sur la piste. On a appelé son numéro, ça sonne, ça ne décroche pas. On arrive, presque arrivé au goudron, il ne va plus m'arrêter. C'est le frère de Jean-Luc qui nous a dit oui. Ils ont mené à l'hôpital dans Tricycle. Il est arrivé là-bas, il n'a pas trouvé quelqu'un à côté de mon frère. Il est couché dans l'hôpital, lui seul. Il dit, oh, Jean-Luc, à la où on est venu, tu veux mourir dans ma main comme ça. Il m'a dit, hé Barthélemy, il faut te patienter, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir 3 fois. Il dit, quoi? C'est là qu'il a commencé à pleurer dans l'hôpital là. Il a attrapé ses yeux là comme ça. Quand il a levé sa main là comme ça là, mon frère, ses yeux ça l'a déjà fermé. Il a commencé à me donner l'ordonnance. Sa tête qu'il avait, la forme qu'il a eue faisait 2 fois la forme. Il saignait par les oreilles. Il vomissait du sang, il saignait par les narines. Tout était enflé. Même son corps même, on n'a pas voulu filmer pour une intimité familiale quand on est venu l'enterrer. On pourrait filmer parce que sa tête avait grossi. Si Jean-Luc s'en sortait là, il se pourrait qu'il n'entende plus. Il se pourrait qu'il ait des troubles de mémoire. Dans le village, sa mère Eugénie, affaiblie par le palu, prie sans relâche. Mais à 5 heures du matin, le verdict tombe chez le chef de village. Jean-Luc est parti, laissant derrière lui une compagne, Marie-Paul, et un enfant, désormais sans père. J'ai entendu crier, les gens venaient crier Kofi, maman de Kofi, on dit Kofi est décédé, tapé porte la salle, je me suis levé, j'ai dit quoi? Mon fils n'est pas décédé. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a touché. En tout cas, ça m'a blessé. Où je suis là, il ne sait même pas où, comment moi je suis. L'enfant, je le viens un peu longtemps, j'ai envie de le voir. Me voici assis là. J'ai commencé à crier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas vu Kofi. On envoie ces cadavres de Kofi, m'ont envoyé aujourd'hui. La colère a fini par exploser. À l'annonce du décès, la révolte a gagné Belleville, Azagny et Bruno-Cros. Le corridor de police a été pris pour cible par une population excédée de voir ses enfants abattus comme des chiens enragés sans que la sécurité ne change. Pendant que le village enterrait son fils, un suspect a été capturé après une lutte acharnée dans les palmiers. Une arrestation qui ne ramènera pas Jean-Luc, mais qui nourrit l'exigence d'une zone enfin sécurisée. Les témoignages de Barthélemy et Serge rejoignent une macabre comptabilité de 50 blessés et 6 morts. Les autorités sécuritaires disent n'avoir connaissance d'un seul cas, celui de Jean-Luc. Elles dénoncent un manque de collaboration de ces populations prises au piège de ces agresseurs invisibles. Le trajet de 8 km entre Grand Laou et Ngorankro 1 est un coupe-gorge.